Je m'appelle Holly Crawford. J'ai 25 ans. À 2h14 du matin, mon appendice s'est rompu. La douleur était si forte que je me suis effondrée sur le sol de la salle de bain. J'ai appelé ma mère 17 fois. À 3h41, elle m'a finalement répondu par texto: Holly, arrête de dramatiser. Et la fête prénatale de ta sœur a lieu demain. Nous ne pouvons pas partir maintenant. Prends du Tylenol et arrête de gâcher le grand jour de Brit juste parce que tu veux de l'attention. J'ai à peine réussi à me rendre à l'hôpital. Sur la table d'opération, mon cœur s'est arrêté pendant 43 secondes. Lorsque je me suis réveillée 3 jours plus tard, les médecins m'ont dit que j'avais été plongée dans un coma artificiel pour protéger mon cerveau après l'arrêt cardiaque. Ma facture d'hôpital de 89 000 $ avait été entièrement payée par un homme que je n'avais jamais rencontré. Ma mère n'est pas venue voir si j'étais en vie. Elle est venue pour faire pression sur moi et demander au médecin de me faire sortir plus tôt. Elle ne savait pas que l'homme qui avait payé ma facture surveillait notre famille depuis 20 ans. Et elle ne se doutait pas que tout ce qu'elle pensait pouvoir enterrer à jamais était sur le point de lui exploser à la figure. Et si cette histoire vous touche déjà de près, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous ? Et quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Laissez-moi vous ramener au tout début. Je suis pompier. Ambulancier au service des pompiers d'Austin. Je réponds aux appels d'urgence depuis 5 ans. J'ai transporté au moins 60 cas d'appendicite. Je sais exactement à quoi ressemble la sensibilité au rebond. Je sais ce qu'est le point de McBurney. Je connais la progression de l'inconfort à l'urgence médicale. Aussi, lorsque je me suis réveillée à 2h14 du matin le 8 février avec une douleur qui me donnait l'impression que quelqu'un avait enfoncé un tisonnier brûlant dans mon abdomen inférieur droit, j'ai tout de suite su de quoi il s'agissait. J'ai essayé de me convaincre du contraire. C'était peut-être des gaz. J'avais peut-être mangé quelque chose de mauvais. Peut-être que c'était juste une crampe musculaire due à l'entraînement que j'avais fait hier. Mais à 14h25, je ne pouvais plus me tenir debout. À 14h30, la douleur me donnait la nausée et à 14h35, j'étais sur le sol de ma salle de bain, le téléphone à la main, en train d'appeler ma mère. Mon uniforme des pompiers d'Austin était accroché à la porte de ma chambre. Dans 2 jours, je serai de nouveau en service. Mais pour l'instant, je n'étais qu'une fille qui avait besoin de sa mère. Le premier appel est tombé sur la boîte vocale. J'ai attendu 2 minutes, puis j'ai rappelé. Boîte vocale. 3 minutes plus tard. Boîte vocale. J'ai appelé mon beau-père Roger. Boîte vocale. J'ai rappelé ma mère. Boîte vocale. La douleur s'aggravait. Je suis formée pour évaluer les patients, pour rester calme sous la pression, pour prendre des décisions cliniques même lorsque les choses s'effondrent. Mais quand vous êtes le patient, quand vous êtes seul à 2h47 du matin avec votre appendice qui se déchire à l'intérieur de vous, la formation n'a qu'un effet limité. J'ai continué à appeler. Appel numéro 8, 2h56 du matin. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas un mal de ventre. Quelque chose ne va vraiment pas. Décroche, s'il te plaît. Appel numéro 13. 3h22. Maman, je ne dramatise pas. J'ai besoin d'aide. J'ai peur, s'il te plaît. Appel numéro 17, triage triate. Je n'arrivais même plus à formuler des mots. J'ai sangloté dans sa boîte vocale et j'ai raccroché. Mon téléphone affichait 17 appels manqués pour maman. Aucun appel manqué de sa part. À 3h41, mon téléphone a sonné. Enfin, elle rappelait. Mais ce n'était pas un appel, c'était un texte. Je pouvais à peine voir l'écran à travers la douleur et les larmes, mais j'en ai vu assez. Holly, arrête de dramatiser. La fête prénatale de ta sœur a lieu demain. On ne peut pas partir maintenant. Prends du Tylenol et arrête de gâcher le grand jour de Brit juste parce que tu veux de l'attention. Je l'ai lu 3 fois. J'avais besoin de m'assurer que je voyais bien, que c'était bien les mots que ma mère avait choisi de taper à 3h41 du matin après que je l'ai appelé 17 fois. Baby shower de ma sœur. Prends du Tylenol, arrête de gâcher le grand jour de Brit. Parce que tu veux de l'attention. J'ai fixé ces mots pendant peut-être 20 secondes, puis une autre vague de douleur m'a frappée. Plus vive, plus profonde, différente. Quelque chose en moi s'est complètement déchiré. J'ai senti un liquide chaud se répandre dans mon abdomen.
La rupture venait de passer de continue à catastrophique. Et elle me restait peut-être 90 minutes avant que le choc septique ne me rende critique. Je le savais. Je l'avais vu se produire. J'avais transporté ces patients. J'avais passé le relais aux équipes des urgences, je les avais regardés se démener, j'avais vu ceux qui s'en sortaient et ceux qui ne s'en sortaient pas. J'étais sur le point de devenir l'une de ces statistiques. J'ai attrapé mes clés sur la table de nuit, je les ai laissées tomber, je les ai ramassées, je les ai laissées tomber à nouveau. Mes mains ne fonctionnaient pas bien. Au 3e essai, je les ai récupérées. J'ai pensé à appeler mon collègue Jack. Il habitait à 20 minutes d'ici. Il viendrait. Je le savais point, mais si j'appelais Jack, je devrais admettre que ma propre mère ne m'aiderait pas. Si j'appelais une ambulance, toute mon équipe saurait que j'étais seule à 3 heures du matin, en train de mourir alors que ma famille avait choisi de faire la fête. Je conduirais moi-même. 12 minutes jusqu'au centre médical Saint-David, je pouvais faire 12 minutes. Je suis arrivé à ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis sorti de mon complexe d'appartements à 3h50 du matin. Les rues d'Austin étaient vides. Chaque feu rouge me paraissait une éternité. Et la douleur était si intense que j'ai dû m'arrêter une fois. J'ai ouvert la portière et j'ai vomi sur le trottoir, je suis remonté et j'ai continué à rouler. Je me parlais à moi-même pour m'en sortir. Feu rouge, respire, ne t'évanouis pas. Feu vert, vas-y. Feu suivant, respire. Encore 4 rues, 3, 2. Restez éveillé. Ne vous évanouissez pas au volant. Vous y êtes presque. Je me suis garé dans le hall des urgences à 4h02 du matin, j'ai garé la voiture, j'ai ouvert la porte et j'ai essayé de me lever. Mes jambes ont complètement lâché. J'ai heurté le trottoir. Quelque part au loin, j'ai entendu quelqu'un crier pour obtenir un brancard. Puis tout est devenu noir. Je suis revenu brièvement à moi au moment où l'on me faisait passer les portes des urgences. Des visages au-dessus de moi. Des lumières vives. Des voix qui se chevauchent. Tension 89/52, fréquence cardiaque 121, température 102,1. Appelez le docteur Okafor tout de suite. J'ai réussi à me concentrer sur un visage, celui de l'infirmière Amy. Je la connaissais, nous avions fait des exercices d'entraînement en commun. Oli, elle m'a pris la main, tu m'entends? Rupture de l'appendice, ai-je chuchoté, je suis sceptique. Je sais, chérie, on te tient. Il faut appeler quelqu'un? Une personne à contacter en cas d'urgence? Je lui ai donné le numéro de ma mère. Elle s'est éloignée. Elle est revenue 90 secondes plus tard. Chérie, elle ne décroche pas. Quelqu'un d'autre? Mon beau-père. Roger. J'ai récité le numéro. Encore 90 secondes. Pas de réponse non plus, ma chérie. On peut appeler quelqu'un d'autre? La question est restée en suspens. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Non, ai-je murmuré. Il n'y a personne d'autre. J'ai vu quelque chose se dessiner sur le visage de l'infirmière Amy. De la pitié, peut-être, ou de la tristesse. Mais elle m'a serré la main et m'a dit, d'accord, nous vous tenons. Vous n'êtes pas seul. Sauf que je l'étais. J'étais complètement seul. Le docteur Okafor est apparu. Je le connaissais aussi. Le chirurgien traumatologue enseigne lors de nos séances d'entraînement communes. Son visage était sombre. Oli. Nous vous emmenons en chirurgie tout de suite. C'est une rupture. Vous êtes sceptique. On ne peut pas attendre. J'ai essayé de hocher la tête. Le plafond s'est mis à tourner. Il a dit autre chose, mais je ne l'ai pas entendu. Tout est devenu blanc. On m'a raconté plus tard ce qui s'était passé au bloc. L'opération a commencé à 4h38 du matin. Ils m'ont ouvert et ont trouvé exactement ce à quoi ils s'attendaient. Un appendice complètement rompu, une contamination étendue, une péritonite déjà en cours. Ils ont travaillé rapidement. Ils ont enlevé l'appendice, nettoyé l'infection, commencé le lavage péritonéal et à 6h27, l'alarme du moniteur s'est déclenchée. Mon cœur était en fibrillation ventriculaire. J'ai entendu l'enregistrement plus tard. L'hôpital tient un registre audio des complications chirurgicales. La voix du docteur Okafor, fibrillation ventriculaire, charge à 200, tout le monde est prêt.
Le bruit sourd du défibrillateur, la voix de l'infirmière, pas de pouls. Commencez les compressions. Docteur Patel, l'anesthésiste, le PEV est en place, il continue le massage. Allez, au lit. Docteur Okafor, en charge de 3 sens, terminé. Un autre bruit sourd, et le moniteur a recommencé à émettre des bips, constants, réguliers. Nous avons un rythme sinusal, dit le docteur Patel. Le pouls est revenu. Temps, demande le docteur Okafor, 43 secondes de temps d'arrêt total, 43 secondes. J'ai été cliniquement mort pendant 43 secondes. La voix du docteur Okafor sur cet enregistrement est tremblante lorsqu'il dit, c'était trop près. Finissez en et emmenez-la en soins intensifs, et que quelqu'un essaie de nouveau sa famille. Une pause. Toujours pas de réponse. Docteur. Une autre pause. Alors consignez-le dans le dossier. La famille du patient a été prévenue 17 fois par téléphone pendant une crise médicale. Aucune réponse. L'opération s'est terminée à 7h02. Ils m'ont transféré aux soins intensifs et ont pris une décision. Coma provoqué. Protocole standard après un arrêt cardiaque. Quand votre cœur s'arrête, votre cerveau est privé d'oxygène. Même 43 secondes peuvent causer des dommages. On vous maintient donc sous sédatif, médicalement inconscient, pendant 48 à 72 heures. Le cerveau a ainsi le temps de récupérer sans consommer d'oxygène supplémentaire. Le docteur Patel l'a expliqué à l'équipe du service de réanimation. 43 secondes d'arrêt. Nous l'avons récupéré. Mais compte tenu du temps d'arrêt et de son âge, je recommande un coma artificiel pour la neuroprotection. Le médecin de l'unité de soins intensifs est d'accord. Maintenir la sédation pendant 48 à 72 heures. Surveiller l'état neurologique. Sevrer lorsque l'état est stable. Avons-nous joint la famille? Non, docteur, dit l'infirmière amie. 17 appels pendant la crise. 4 de plus ce matin. Pas de réponse. Continuez d'essayer. Il faut qu'ils sachent que leur fille a failli mourir. Mais personne ne répondait jamais. Les 3 jours suivants, des machines m'ont maintenu en vie pendant que ma mère continuait à faire la fête. Je n'étais pas consciente pendant tout ce temps. Je ne me souviens pas des soins intensifs. Je ne me souviens pas des machines qui respiraient pour moi, ni des moniteurs qui enregistraient mes signes vitaux, ni des infirmières qui venaient me voir toutes les heures. Mais j'ai vu les dossiers. L'infirmière Jennifer s'occupait de moi. Elle a tout consigné. Le 9 février, à 14h. 18 heures après l'arrêt de mon cœur, elle a écrit « Patient stable en unité de soins intensifs. Protocole de coma provoqué en cours. Aucun contact avec la famille malgré 21 tentatives pour joindre les personnes à contacter en cas d'urgence. Les services sociaux ont été prévenus. C'est à ce moment précis que la fête prénatale de ma sœur a commencé. Pendant que j'étais inconsciente aux soins intensifs, ma famille était chez Britt à Austin pour fêter sa grossesse. Ils ouvraient les cadeaux, mangeaient des gâteaux, postaient des photos sur les réseaux sociaux. Ma mère ne répondait pas aux appels de l'hôpital parce qu'elle était occupée à être la parfaite future grand-mère. 10 février, 8h, amélioration de l'état neurologique du patient. Pas d'activité convulsive. Lors d'un nouveau contact avec la famille, la boîte vocale de la mère est pleine, elle laisse un message avec le numéro de rappel de l'hôpital pour le beau-père. 11 février, 18h. Début du sevrage de la sédation conformément au protocole. Les patients réagissent de manière appropriée aux stimuli, mais la famille n'a toujours pas répondu aux 28 tentatives de contact effectuées en 3 jours. Cette situation est très inhabituelle et préoccupante. 28 appels, sur 72 heures, aucune réponse. Le 12 février à 6h du matin, on a arrêté la perfusion de sédatifs. Mon corps a commencé à se réveiller de lui-même. Lentement. Comme si je remontais du fond d'une piscine très profonde. À 9h20, j'ai ouvert les yeux. Le premier visage que j'ai vu était celui de l'infirmière Jennifer. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit « Bon retour, chérie. Vous nous avez fait peur. » J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge nouée. Elle m'a tendu un gobelet d'eau avec une paille. De petites gorgées, vous avez été intubé. J'ai bu une gorgée, j'ai avalé, j'ai retrouvé ma voix. Combien de temps? 3 jours. Vous avez été opéré le 9. Une appendicectomie d'urgence.
Il y a eu des complications. Des complications. C'est une façon douce de dire que mon cœur s'est arrêté. Ma mère? Je n'ai pas pu finir la question. Le visage de Jennifer s'est décomposé. Elle a approché une chaise et s'est assise, tenant toujours ma main. Chérie, nous avons essayé de joindre ta famille depuis ton arrivée. Nous avons appelé 28 fois. Nous avons laissé des messages. Je suis vraiment désolée, mais personne n'est encore venu. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas physique. C'était plus profond que ça. J'ai chuchoté, la fête du bébé. C'était hier? C'était il y a 3 jours, chérie. Le 9 février. J'ai fermé les yeux. Elle a choisi la fête. Elle a vu mon nom sur son téléphone 28 fois en 3 jours et elle a choisi la fête. Tu n'es pas seule. D'accord? Jennifer m'a serré la main. Je suis là et je ne vais nulle part. Elle est restée avec moi pendant 2 heures ce matin-là, m'expliquant ce qui s'était passé, ce à quoi il fallait s'attendre, comment se déroulerait la convalescence. Elle était chaleureuse, patiente et gentille. Tout ce que ma mère aurait dû être. À midi, les heures de visite ont officiellement commencé. Jennifer m'a dit, je suis sûre que ta famille va bientôt arriver, maintenant que tu es réveillée. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que je le savais. 6 heures plus tard, j'avais raison. À 16h45, quelqu'un a finalement franchi ma porte. Mais ce n'était pas un membre de la famille qui venait vérifier si j'étais en vie. C'était une employée de l'hôpital chargée de la facturation qui m'annonçait une nouvelle que je n'arrivais pas à digérer. Elle s'appelait Rita. Elle avait l'air mal à l'aise. Comme si elle n'avait pas envie d'avoir cette conversation avec quelqu'un qui venait de se réveiller d'un coma médical. Madame Crawford, je voulais vous informer de l'état de votre compte. Je me suis préparé. Chirurgie, 4 jours aux soins intensifs, complications liées à l'arrêt cardiaque. J'étais assuré par le service des pompiers, mais la franchise était élevée. Je devais probablement débourser $20 000 de ma poche. Peut-être plus. À quel point est-ce grave? Ai-je demandé. Rita sourit. En fait, votre solde est à 0. J'ai cligné des yeux. Quoi? Mon assurance n'a même pas. Nous n'avons pas facturé votre assurance. La totalité de la facture de l'hôpital a été payée hier par une partie privée. $89 000. Chèque de banque. Il a été encaissé ce matin. La pièce s'est légèrement inclinée. C'est impossible. Qui l'aurait fait? Je ne connais personne qui possède une telle somme. Elle vérifie ses notes. Un certain monsieur Vincent Murphy. La ligne mémo dit, pour Holly Crawford, une promesse tenue. Vincent Murphy. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Rita m'a tendu un reçu. En tête officielle de l'hôpital. Le total des frais. $89,000. Chirurgie. Soins intensifs. Médicaments. Surveillance. Tous les postes. Et en bas, en gras, payé en totalité. Payé par Vincent Murphy. Date. Février. Je ne comprends pas, dis-je. Qui est-il? J'espérais que tu pourrais me le dire, sourit doucement Rita. Mais qui qu'il soit, il t'a évité bien des soucis financiers. Le mémo parlait d'une promesse. Est-ce que cela signifie quelque chose pour toi? Une promesse tenue. Non, cela ne veut rien dire. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'appelait Vincent Murphy. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle un inconnu avait payé ma facture d'hôpital, mais le fait qu'il l'ait fait. Le fait qu'un parfait inconnu ait fait plus pour moi que ma propre famille, me tordait la poitrine. Merci de me l'avoir fait savoir, ai-je réussi à dire. Rita est partie. Je suis restée assise à regarder le reçu. $89 000, payé par un homme dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma mère. Maman, je suis réveillée. J'ai été dans le coma pendant 3 jours. Mon cœur s'est arrêté pendant l'opération. J'ai failli mourir. S'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi. Envoyé. 11h47 du matin. Remis. 11h47 du matin. Lu.
11h52, elle l'a lu. 5 minutes après l'envoi, elle a ouvert le message et l'a lu. Pas de réponse. J'ai attendu 1 heure. Puis j'ai envoyé un SMS à Brit. Brit, je suis en soins intensifs à l'hôpital Saint. Mon cœur s'est arrêté. Oui, je sais. L'hôpital n'arrêtait pas d'appeler. Ce n'était pas le bon moment. Inconvénient. Le moment. Maman. J'ai failli mourir. Mais tu vas bien maintenant. Tu es réveillée. Tu parles. Les médecins exagèrent toujours ces choses pour des raisons de responsabilité. Je ne pouvais plus respirer. Vous venez me voir? J'essaierai de passer cet après-midi. Mais Oli, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quand je serai là, j'ai besoin que vous demandiez à vos médecins si vous pouvez sortir. Vous êtes là depuis assez longtemps. Vous pouvez terminer votre convalescence à la maison. Le médecin a dit que je devais rester au moins 4 jours de plus. Les médecins disent toujours cela. Ils veulent que les lits restent pleins. Tu vas clairement assez bien pour m'envoyer un texto, donc tu vas assez bien pour partir. Maman, j'ai eu un arrêt cardiaque. J'étais dans le coma. C'est pourquoi tu devrais vouloir te rétablir dans un endroit confortable plutôt que dans un hôpital plein d'infections. Demande à ton médecin. D'accord? Pour moi? Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise en tenant mon téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les premiers mots que ma mère m'a adressés après que j'ai failli mourir n'ont pas été « tu vas bien » ou « je suis si heureuse que tu sois en vie ». C'était « j'ai besoin que tu demandes à sortir plus tôt ». À 15h45, elle a franchi ma porte. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle ne s'est pas rapprochée du lit. Elle s'est tenue près de l'entrée, le sac à main bien serré, les yeux balayant la pièce comme si elle cherchait quelque chose. « Tu es réveillée ?» a-t-elle dit. « C'est bien. »« Maman, as-tu déjà parlé à ton médecin ? Au sujet de la sortie ? » ?»« Non, Oli, s'il te plaît. Ça devient compliqué. J'ai fait tout ce chemin. Le moins que vous puissiez faire est de demander. Tout ce chemin. D'Austin à Austin. 20 minutes d'embouteillage. Maman, pourquoi tu n'as pas répondu quand j'ai appelé ? Je t'ai appelé 17 fois. J'étais en train de mourir. J'ai expliqué ça. La fête prénatale avait lieu le lendemain. Nous avions tant à préparer. Tu sais à quel point c'était important pour Brit. Plus important que ma vie ? Ne sois pas dramatique. Tu vas bien maintenant. Le docteur Okafor a choisi ce moment pour entrer dans la salle de consultation du soir. Il a regardé de moi à ma mère et vice-versa. Oli, comment vous sentez-vous ? Vous avez mal ? Ma mère s'est avancée avant que je puisse répondre. Docteur, je suis la mère d'Oli. J'espérais discuter du calendrier de sa sortie. Elle est ici depuis 4 jours. Elle est sûrement assez stable pour se rétablir à la maison. L'expression du docteur Okafor est devenue professionnellement neutre. Madame, votre fille a fait un arrêt cardiaque pendant l'opération il y a 4 jours. Elle a été plongée dans un coma artificiel pendant 3 jours. Elle est actuellement sous antibiotiques intraveineux pour une septicémie. Et la sortie n'est pas possible avant au moins 5 jours, voire 6. Elle est sûrement assez stable. Madame Crawford, Oli est morte sur ma table d'opération. Pendant 43 secondes, son cœur n'a pas battu. Elle n'ira nulle part tant que je ne serai pas certain qu'elle est stable. Le visage de ma mère s'est durci. C'est exactement la raison pour laquelle les séjours à l'hôpital sont si coûteux. Vous gardez les gens ici pour des raisons de politique alors qu'ils pourraient se rétablir à la maison tout aussi facilement. Ce n'est pas de la politique, madame. C'est une nécessité médicale. Oli, voulez-vous partir contre l'avis des médecins ? J'ai regardé ma mère, la façon dont elle refusait de croiser mon regard. La façon dont elle tenait son sac à main si fort que ses jointures étaient blanches. Non, j'ai dit doucement. Non, je ne veux pas partir. Le docteur Okafor a hoché la tête. Alors, c'est réglé. Je vous verrai demain matin, Oli. Il est parti. Et ma mère est restée là un long moment, respirant difficilement par le nez. Très bien, dit-elle finalement, si c'est comme ça. Elle a pris son sac à main, n'a pas dit au revoir, n'a pas dit qu'elle m'aimait, elle est partie. Je l'ai regardée partir.
Alors qu'elle atteignait le couloir, elle s'est arrêtée brusquement. Quelqu'un se tenait là, un grand homme aux cheveux gris et à l'allure militaire. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il lui a dit, mais j'ai vu son visage devenir complètement blanc. Elle a pratiquement sprinté jusqu'à l'ascenseur. L'infirmière Jennifer est revenue quelques minutes plus tard. Elle avait l'air troublée. Holly, chérie, ta relation avec ta mère est-elle bonne? Je n'ai pas pu répondre. J'avais la gorge trop serrée. Jennifer s'est assise. En 15 ans de carrière d'infirmière, je n'ai jamais vu quelqu'un ignorer 28 appels concernant la mort de son enfant, puis se présenter et essayer immédiatement de le faire sortir de l'hôpital contre l'avis du médecin. Elle a préféré une fête à moi, ai-je murmuré. Une fête prénatale alors que j'étais mourante. Jennifer m'a serré la main. Je sais, chérie, je sais, et je vais m'assurer que tu es en sécurité ici. Personne ne te fera sortir prématurément. Cette nuit-là, seule dans ma chambre de soins intensifs, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser au visage de ma mère lorsque je mentionnais Vincent Murphy, à la façon dont toutes les couleurs s'éteignaient lorsque je prononçais ce nom. Elle savait qui il était, et elle était terrifiée à l'idée qu'il me trouve, ce qui signifiait qu'il avait des informations. Des informations qu'elle avait passé des années à cacher. Le lendemain matin, j'étais sur le point d'obtenir mes réponses. Parce que Vincent Murphy lui-même venait me rendre visite. 13 février, 10h30. L'infirmière Jennifer frappe doucement à ma porte. Holly, chérie, tu as un visiteur. Il dit s'appeler Vincent Murphy. Dois-je le faire entrer? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Oui, s'il vous plaît. La porte s'est ouverte. Un homme est entré. La cinquantaine, le début de la soixantaine, des cheveux gris coupés courts à la militaire, des yeux bienveillants avec des rides de sourire au coin. Mais c'est sa posture qui a attiré mon attention. Les épaules en arrière, la colonne vertébrale droite. Il s'agit incontestablement d'Holly. Sa voix était douce. Je m'appelle Vince Murphy, capitaine à la retraite de l'armée américaine. Je sais que c'est étrange, et je suis désolé de vous surprendre ainsi, mais j'ai servi avec votre père. Michael Crawford. Tout s'est arrêté. Mon père. Je me souviens à peine de lui. J'avais 5 ans quand il est mort. J'avais peut-être 3 souvenirs clairs. Sa voix me lisant une histoire à l'heure du coucher, ses mains m'aidant à lasser mes chaussures, l'odeur de son eau de Cologne. C'était tout. C'est tout ce qu'il me reste de Michael Crawford. Vous connaissiez mon père? Ma voix était faible. Vince a traversé la pièce lentement, respectueusement. Il a fait un geste vers la chaise. Je peux? J'ai acquiescé. Il s'est assis en gardant une distance prudente. Professionnel, pas envahissant. Ton père m'a sauvé la vie, a-t-il dit calmement. Le 17 mai 2006, à Fallujah, en Irak. Une bombe artisanale a explosé sur le chemin de notre patrouille. Michael m'a protégé de l'explosion. S'il ne l'avait pas fait, je ne serais pas assis ici. Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi avez-vous payé ma facture d'hôpital? Parce qu'il y a 20 ans. Ton père m'a fait promettre quelque chose. Et depuis, je tiens cette promesse, même si tu ne le sais pas. J'avais la gorge serrée. Quelle promesse? Les yeux de Vince étaient fixés sur les miens. Michael est resté conscient pendant environ 18 minutes après l'explosion. Le médecin n'a pas pu le sauver. Michael a donc utilisé ce temps pour parler. Pas de tactique ou de mission. Il a parlé de toi et de Britt. Et elle a dit, Vince, Holly a 5 ans. Elle veut devenir pompier comme les gars qui sont venus à son école. Elle aide toujours les gens, elle est toujours courageuse. Les larmes coulaient sur mon visage. Je n'ai pas essayé de les arrêter. Il a souri malgré la douleur. Vince a poursuivi, il m'a dit, si je ne réussis pas, promets-moi de veiller sur elle. Elle aura besoin de quelqu'un. Promets-moi. J'ai promis. Et puis il a dit une dernière chose. Il a dit, ne laissez pas Karen m'effacer. Ne les laisse pas m'oublier. Il a dit ça? À propos d'être effacé? Il connaissait Holly. Même à ce moment-là, il savait ce qui pourrait arriver. Vince a fouillé dans sa veste et en a sorti une photo. Il me l'a tendue. Elle était usée sur les bords, comme si elle avait été portée pendant longtemps. Mon père dans son uniforme militaire, tenant un bébé dans ses bras.
Il me tenait dans ses bras me regardant comme si j'étais tout son univers. Je peux la garder, ai-je murmuré. C'est le tien, a dit Vince. Il a toujours été destiné à être le tien. J'ai regardé la photo, le visage de mon père, plus jeune que je ne l'avais jamais vu. Heureux. Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté avant? L'expression de Vince s'assombrit. J'ai essayé. Plusieurs fois. Après l'enterrement de ton père, j'ai essayé de rester en contact avec ta famille. Ta mère m'a complètement exclu. Elle a dit qu'elle allait de l'avant. Elle ne voulait pas de rappel de Michael. Elle a changé de numéro de téléphone, a déménagé de San Antonio à Austin. M'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu dans votre vie. Mais vous avez continué à regarder quand même. J'ai fait une promesse à un homme mourant. Je n'allais pas la rompre juste parce que c'était gênant. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de prudent, comme s'il se retenait. Quoi d'autre? J'ai demandé. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Vince a sorti un dossier et l'a posé sur la table d'hôpital entre nous. Je dois te montrer quelque chose, Holly, mais d'abord, tu dois comprendre. Je surveille votre famille depuis 20 ans, pas d'une manière effrayante, juste, conscient. Dossier public, médias sociaux, m'assurer que vous alliez bien. Et pendant 20 ans, j'ai envoyé de l'argent. Quoi? Chaque année depuis 2006, 3200 dollars la première année. Plus au fur et à mesure que mes revenus augmentaient. 64 000 dollars au total sur 20 ans. Envoyés anonymement par l'intermédiaire d'un avocat pour éviter que ta mère ne les refuse directement. J'avais la tête qui tournait. Je n'ai jamais vu d'argent. Je sais. Votre mère vous a dit que c'était une sorte de fonds commémoratif, n'est-ce pas? Elle a dit que c'était pour les dépenses de la maison. Comment a-t-il su qu'elle avait menti? Vince dit doucement, chaque dollar que j'ai envoyé est allé directement sur son compte et vous n'en avez jamais vu un centime. La pièce semble trop petite, trop chaude. Pourquoi aurait-elle fait ça? Parce que ta mère a caché quelque chose de bien plus important. Quelque chose qui explique pourquoi elle a essayé de te faire sortir plus tôt que prévu. Pourquoi elle était terrifiée quand elle m'a vu dans ce couloir. Il ouvre le dossier et en sort des documents officiels. Savez-vous ce qu'est la SGLI, Holly? Assurance vie collective des militaires. Une couverture militaire standard. Exactement. Votre père avait une police de 400 000 dollars à sa mort. Elle a été payée en juillet 2006. 4 cents,000. Elle a été divisée selon ses souhaits. Vince continue, 200 000 à ta mère, 100 000 à toi, 100 000 à Britt. Mais il y avait une condition. Vous et Britt ne pouviez pas accéder à vos parts avant d'avoir 25 ans. Mon cœur s'est remis à battre la chamade. J'ai eu 25 ans le 12 janvier. Il y a 5 semaines. Quelqu'un vous a-t-il contacté au sujet d'un héritage? Vous a-t-on demandé de signer quoi que ce soit? Quelqu'un a-t-il parlé de l'assurance vie de votre père? Non. Jamais. Je n'avais aucune idée de l'existence de tout cela. La mâchoire de Vince se resserre. C'est parce que votre mère ne vous l'a jamais dit. Et je crois savoir pourquoi. Quand Britt a-t-elle eu 25 ans? J'ai essayé de me souvenir. Février 2022, il y a 4 ans. Et que s'est-il passé ensuite? Elle s'est mariée. Juin 2022. C'était énorme. Genre 60 000 dollars. Ma mère a dit qu'ils avaient économisé pendant des années. Vince a sorti un autre document. Une facture de mariage. Vintage Villa. Austin. 11 juin 2022. Coût total, 63 000 dollars. Autre chose? Ils ont acheté une maison en 2023. Lake Travis, ils ont versé 85 000 dollars. Maman a dit que Britt et Connor avaient économisé. Vince a étalé un document de clôture de la propriété. Date d'achat, 15 mars 2023. Acompte, 85 000 dollars. Source, dont des parents. J'ai regardé fixement les documents, le calendrier, les montants. Non, ai-je murmuré. Oui, a dit Vince avec douceur.
Oli, il faut que je te montre encore une chose. Il a sorti un formulaire. Le document officiel de déboursement du fonds, daté du 18 février 2022. C'est le formulaire qui a libéré les deux montants du trust, tes $100 000 et les $100 000 de Brit. $200 000 au total. Il nécessitait les signatures des deux filles. Notarié. Et elle a pointé du doigt deux signatures au bas du formulaire. Est-ce l'écriture de Brit? J'ai regardé. Oui, c'est bien la sienne. Et c'est la vôtre? J'ai regardé la deuxième signature, celle qui était censée être la mienne. Elle ne ressemblait pas du tout à ma signature. Une inclinaison différente. La formation des lettres est différente. Tout était différent. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit. Je sais. Je n'ai jamais signé ça. Je sais. Février 2022, j'étais à San Antonio. Je faisais des cliniques paramédicales. Je ne suis jamais allé à Austin ce mois-là. Je ne suis jamais allé chez un notaire. Je sais. Vince l'a répété, calmement, fermement. La vérité s'est abattue sur moi comme de l'eau glacée. Ma mère avait imité ma signature. Oui. Elle m'a volé $100 000. Oui. Et elle les a dépensés en Brit. Vince n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Les documents parlaient d'eux-mêmes. J'ai levé les yeux vers lui. Qu'est-ce que tu sais? Tout, a-t-il dit. Et j'ai des preuves de tout cela. Il a sorti son téléphone et m'a montré une feuille de calcul. Chaque dépense, chaque achat, chaque dollar suivi. Le mariage de Brit? $63,000. Juin 2022. La compte pour la maison de Brit? $85,000. Mars 2023. La compte pour la Lexus de Brit, $18 000. Août 2024, divers cadeaux, soutien, dépenses, en cours. Puis il m'a montré mes SMS, ceux que j'avais envoyés à ma mère au fil des ans. Juin 2023. Maman, Jasper a besoin d'une opération d'urgence. Le coût est de $1,200. Je n'ai que $600. Peux-tu m'aider? Je te rembourserai dans 3 mois. Sa réponse. Oli, nous ne pouvons pas nous permettre de te tirer d'affaire à chaque fois que tu as un problème. Tu dois mieux gérer ton budget. Août 2021. Maman, j'essaie d'acheter une voiture. Peux-tu co-signer un prêt de $8 000? Sa réponse. Nous ne pouvons pas assumer une telle responsabilité financière en ce moment. Cela se passait 8 mois après qu'elle ait donné à Brit $85 000 pour une maison, avec mon argent. Pourquoi me montrez-vous cela? Ai-je demandé. Parce que tu mérites de connaître la vérité, parce que ton père est mort en protégeant les autres et que ta mère a passé 20 ans à l'effacer et à te voler, et parce que j'ai fait la promesse de veiller sur toi. C'est ce que je fais en ce moment. J'ai regardé toutes les preuves étalées sur ma table d'hôpital. 20 ans de mensonges, 20 ans de vol. 20 ans pendant lesquels ma mère a préféré Brit à moi, finançant la vie parfaite de Brit avec de l'argent qui me revenait de droit. Que dois-je faire? Ma voix sonnait creux. Tu l'affrontes, dit Vince. Avec moi à tes côtés. Avec des preuves qu'elle ne peut pas nier. Et tu reprends ce qui t'appartient. Cela détruira notre famille. La voix de Vince était douce mais ferme. Oli. Ils l'ont déjà fait. Tu refuses juste de les laisser le cacher plus longtemps. J'ai pensé à ma mère qui essayait de me faire sortir plus tôt que prévu. À la fête prénatale qu'elle a préférée à ma vie. Aux 17 appels téléphoniques qu'elle a ignorés alors que j'étais mourante. Aux $100 000 qu'elle a volés au sacrifice de son défunt mari. Quand? J'ai demandé. Brit organise un dîner début mars. Pour présenter le nouveau bébé. La famille et les amis. Certains des amis militaires de ton beau-père seront là. C'est l'endroit idéal, assez public pour qu'elle ne puisse pas t'éclairer, assez secret pour qu'elle ne puisse pas le nier plus tard. Tu veux faire ça devant tout le monde? Je veux que la vérité ait des témoins, pour que personne ne puisse jamais prétendre que ça n'est pas arrivé. J'ai regardé la photo de mon père me tenant dans ses bras, l'homme qui avait tenu sa promesse pendant 20 ans, la preuve de la trahison de ma mère. J'ai dit. D'accord. Faisons-le. Vince a souri. Ton père serait très fier de toi,
au lit. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de récupération et de préparation. Je suis sortie de l'hôpital le 17 février. Le docteur Okafor s'est d'abord assuré que mon état était stable. Pas de compromis sur la sécurité médicale, malgré les plaintes de ma mère. Vince avait déjà consulté des avocats. Notre dossier civil était solide comme le roc. Le dossier pénal était encore plus clair. Au Texas, l'usurpation d'identité et la falsification sont des crimes au premier degré, passibles de 5 à 99 ans de prison. Mais Vince nous a recommandé de tenter d'abord un règlement à l'amiable, plus rapide, moins traumatisant, et nous pouvions utiliser les accusations criminelles comme levier. Vous voulez récupérer votre argent, a-t-il dit. Et vous voulez que la vérité soit connue. Le règlement à l'amiable permet d'accomplir les 200 mettre votre mère en prison. Sauf si elle refuse. Dans ce cas, nous porterons plainte, mais donnons-lui la possibilité de faire ce qu'il faut. Il avait aussi pris contact avec l'ancienne unité de mon père, les gars avec qui il avait servi. Ils essayaient de me joindre depuis des années, mais ma mère avait bloqué tout contact. Ils veulent te rencontrer, dit Vince. Ils veulent vous parler de Michael. C'est d'accord? Oui, ai-je dit immédiatement. Mon Dieu, oui. Le 25 février, j'ai rencontré Carlos et Deshawn et 6 autres hommes qui avaient servi avec mon père. Ils m'ont invité à dîner, m'ont raconté des histoires, m'ont montré des photos que je n'avais jamais vues. Ton père parlait constamment de toi, m'a dit Carlos. Il t'appelait son petit pompier, il disait que tu allais sauver le monde entier. J'ai commencé à pleurer dans le restaurant. Il savait, a ajouté Deshawn. Regarde-toi maintenant. Les pompiers d'Austin. Tu sauves des vies. Il savait exactement qui tu deviendrais. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti lié à mon père. Non pas à travers de vagues souvenirs, mais à travers les hommes qu'il avait connus, qui avaient servi avec lui, qui se souvenaient de lui non pas comme d'une perte tragique, mais comme d'une personne réelle. Le 2 mars est arrivé plus vite que prévu. Britt House, Lake Travis, 18h30. Dîner avec le bébé Henry. Vince est venu me chercher à 18h. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Il m'a finalement demandé, tu es prête? Non, mais je le fais quand même. Il a souri. C'est ça le courage, Holly. Ton père en avait aussi. Nous nous sommes arrêtés devant la maison de Britt à 6h30 précise. Elle était belle, immense, chère, construite avec mon argent volé. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pris le dossier que Vince avait préparé et j'ai ouvert la portière. Il est temps de dire la vérité. Britt a ouvert la porte avec un grand sourire. Holly, je suis ravie que tu sois venue. Viens rencontrer Henry. Elle m'a conduite dans le salon où le bébé Henry dormait dans un berceau élaboré. Il était tout petit. Parfait. Complètement inconscient du fait que toute sa famille était sur le point d'imploser. Il est magnifique, ai-je dit honnêtement. Félicitations. Merci. Je suis désolée de ne pas être venue te voir à l'hôpital. Maman a dit que tu avais une mauvaise grippe et que tu ne voulais pas de visite. J'ai arrêté de marcher. Attends. Elle a dit quoi? Que tu avais une mauvaise grippe et que tu appellerais quand tu te sentirais mieux? Ma mère est sortie de la cuisine. Son visage s'est crispé quand elle m'a vue. Britt, ma chérie, nous devrions commencer le dîner. Maman? J'ai dit doucement. Tu as dit à Britt que j'avais la grippe? Nous en parlerons plus tard. C'est censé être une fête. Vince s'est avancé. Madame Crawford, je suis le capitaine Vincent Murphy. Nous nous sommes rencontrés brièvement à l'hôpital. Je pense que c'est exactement le bon moment pour en parler, devant tout le monde. Le visage de ma mère est devenu pâle. Roger est apparu derrière elle, l'air confus, puis inquiet, puis alarmé lorsqu'il a vu Vince. Les parents de Connor étaient déjà assis à la table de la salle à manger, 2 des amis de Britt, et 3 des copains de la garde nationale de Roger avec leurs femmes. C'était parfait. Exactement le public dont nous avions besoin. Connor avait un traiteur, c'était cher. Tout était parfait en apparence, mais je voyais les mains de ma mère trembler lorsqu'elle versait le vin. Nous nous sommes assis. Nous avons fait la conversation. Le père de Connor a porté un toast à la nouvelle génération.
Roger a porté un toast à la loyauté familiale. Brit a remercié nos parents d'avoir toujours été là. Et puis je me suis levée. La salle s'est tue. J'aimerais moi aussi porter un toast, ai-je dit. Les jointures de ma mère sont devenues blanches sur son verre de 20 points à mon père, j'ai dit clairement, le sergent Michael Crawford, qui est mort il y a 20 ans à Fallujah, en Irak, en protégeant ses compagnons d'armes et son pays, a laissé derrière lui un héritage, tant par son sacrifice que par les dispositions qu'il a prises pour l'avenir de ses filles. Un héritage que certaines personnes dans cette salle ont essayé d'effacer et de voler. Silence stupéfait. Vince se lève. J'aimerais ajouter un toast à Michael Crawford, qui m'a sauvé la vie le 17 mai 2006 et qui m'a fait promettre de veiller sur ses filles, une promesse que je tiens ce soir en disant la vérité. L'un des amis de Roger. Le colonel Davis s'est penché en avant. Vince Murphy? Vous êtes le Vince Murphy? 3e bataillon de Rangers? Oui, monsieur, ai-je répondu. Le colonel Davis a regardé Roger. Vous n'avez jamais dit que vous connaissiez Vince Murphy. Nous ne le connaissons pas exactement, a commencé Roger. C'est parce que ma mère a banni Vince de notre vie il y a 20 ans, interrompis-je. Juste après l'enterrement de mon père. Parce que Vince en savait trop sur ce qu'elle prévoyait de faire. La voix de Brit était faible. Holly, de quoi parles-tu? J'ai regardé ma sœur. Elle méritait de savoir aussi. Je parle des 200 000 $ que notre père nous a laissés. 100 000 $ pour toi. 100 000 pour moi. L'argent que maman nous a volé à toutes les deux. La salle a explosé. Brit a sursauté. La mère de Connor porta la main à sa bouche. Les amis militaires de Roger échangent des regards choqués. Vince posa calmement son dossier sur la table. Voici la police SGLI du sergent Crawford, dit-il en l'ouvrant pour que tout le monde puisse la voir. 400 000 $, 200 pour sa femme, 100 000 pour chacune de ses filles, payable à l'âge de 25 ANS. Il fait circuler le document. Le colonel Davis l'étudie attentivement. Il savait ce qu'il avait sous les yeux. C'est le formulaire de versement de février 2022, poursuit Vince. Il nécessitait la signature des deux filles. Voici la signature de Brittany. Authentique. Et voici la signature prétendant être celle de Holly. Connor prit le document et l'examina. Sa formation d'avocat se mit immédiatement en marche. Ces signatures ne correspondent pas du tout, dit-il. Parce que je ne l'ai jamais signé, ai-je répondu. J'étais à San Antonio en février 2022. Je n'ai jamais été chez un notaire à Austin. Ma mère a imité ma signature. Le colonel Davis a regardé ma mère. Madame, c'est une accusation grave. Avez-vous une explication? Le visage de ma mère était rouge. C'est une affaire de famille. Madame, dit fermement le colonel Davis, la fraude SGLI est fédérale. Il ne s'agit pas d'une simple affaire de famille. Vince a présenté les documents suivants. Juin 2022. Mariage de Brit au Vintage Villa, 63 000 $. Voici la facture du lieu. Brit a sursauté. Maman, tu as dit que papa et toi aviez économisé. C'est vrai, dit rapidement ma mère. Mars 2023, poursuit Vince, implacable. La compte pour la maison de Brit? 85 000 $. Les deux montants sont directement liés au versement du fonds. Brit pleurait maintenant. Connor l'entourait de son bras. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Holly, je te jure que je ne savais pas que c'était ton argent. Je sais, ai-je dit à voix basse. Parce que je le savais. Je pouvais le voir sur son visage. Elle ne savait vraiment pas. Ma mère a essayé de multiples défenses. Je n'ai rien volé. J'ai investi cet argent dans des biens familiaux. Vince a produit des relevés bancaires montrant des dépenses directes, pas des investissements. Holly, si tu avais posé des questions sur ton héritage, je t'aurais expliqué. Comment pourrais-je poser des questions sur quelque chose dont je ne connaissais pas l'existence? J'ai répliqué. Tu ne m'as jamais dit que papa m'avait laissé quoi que ce soit. Nous sommes une famille, nous partageons. Ce qui est à moi est à toi. Alors pourquoi m'as-tu refusé 1 200 $ pour l'opération d'urgence de mon chat en 2023?
J'ai sorti mon téléphone et montré le SMS. Tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre de payer ma caution. C'était 8 mois après que tu aies dépensé 18 000 $ pour la voiture de Britt. Le père de Connor, un homme d'affaires prospère, a secoué la tête. Madame Crawford, ces documents montrent une fraude. Une fraude évidente. Il ne s'agit pas de sagesse financière. Il s'agit de vol. Ma mère a joué sa dernière carte. Michael aurait voulu que son argent soit utilisé pour toute la famille. Sa voix est devenue aussi froide que l'acier. Ne parle pas, ne t'avise pas de parler au nom de Michael. J'étais là quand il est mort. J'ai entendu ses mots exacts. Il a dit, veille sur mes filles, surtout sur Holly. Ne les laisse pas m'oublier. Il n'a pas dit, laissez Karen voler Holly pour financer la vie de Britt. Il a dit, protégez-la. C'est ce que je fais en ce moment. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le colonel Davis se tourna vers Roger. Roger. Votre garde militaire. Vous savez ce qu'est la SGLI. Vous connaissez les droits des bénéficiaires. Le saviez-vous? Longue pause. Puis Roger, à voix basse. Oui. L'aveu a fait l'effet d'une bombe. Karen me l'a dit quand nous nous sommes mariés. Il continue. Elle m'a dit que l'argent de la fille était placé en fiducie. Elle a dit que nous devrions le considérer comme des ressources familiales. Je ne pensais pas que c'était mal. Le colonel Davis s'est levé. Roger, je vous connais depuis 15 ans. Je me suis porté garant pour vous dans cette communauté. C'est de la fraude. C'est un déshonneur. Je ne peux même pas vous regarder maintenant. Il est sorti. Sa femme l'a suivi. Mais je n'en avais pas fini. Tout le monde ici doit comprendre quelque chose, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Le 8 février, à 2h14 du matin, mon appendice s'est rompu. J'étais seule dans mon appartement. Et la douleur était si forte que je me suis effondrée sur le sol de ma salle de bain. La pièce était maintenant absolument silencieuse. J'ai appelé ma mère 17 fois, pendant 87 minutes, j'étais en train de mourir. Elle n'a pas répondu. À 3h41 du matin, elle a finalement répondu. Pas par un appel. Par un texte. J'ai sorti mon téléphone et retrouvé la capture d'écran que j'avais sauvegardée. Holly, arrête de dramatiser. La fête prénatale de ta sœur a lieu demain. On ne peut pas partir maintenant. Prends du Tylenol et arrête de gâcher le grand jour de Britt juste parce que tu veux attirer l'attention. Ma mère a fait un bruit comme si elle avait été frappée. J'ai conduit moi-même à l'hôpital, ai-je continué. Pendant l'opération, mon cœur s'est arrêté pendant 43 secondes. J'étais cliniquement morte. Ils m'ont plongée dans un coma artificiel pendant 3 jours pour protéger mon cerveau. Vince a ajouté. Le personnel de l'hôpital a appelé le téléphone de Karen 28 fois au cours de ces 3 jours. Elle n'a jamais répondu. Elle n'est jamais venue. La fête du bébé a eu lieu le 9 février à 14h. Holly était aux soins intensifs et luttait contre la septicémie. Karen était là, en train de fêter l'événement. La mère de Connor a regardé ma mère comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Vous avez laissé votre fille se rendre elle-même à l'hôpital avec une rupture de l'appendice pendant que vous restiez ici pour une fête? Ce n'était pas qu'une fête, a commencé ma mère. Il n'y a pas d'événement plus important que la mort de votre enfant, dit la mère de Connor, la voix tremblante. Aucun. Je me fiche de savoir si c'était le couronnement de la reine d'Angleterre. Britt sanglotait maintenant. Le bébé Henry se mit à pleurer, submergé par le bruit et l'émotion. Holly, dit Britt à travers les larmes. Je ne savais pas, maman m'a dit que tu avais la grippe. Je pensais que tu ne pouvais pas venir à la fête parce que tu étais malade à la maison. J'aurais annulé. Tu l'aurais fait? J'ai demandé gentiment. Tu l'aurais vraiment fait? Le silence de Britt était une réponse suffisante. Je me suis levée. Vince s'est levé avec moi. Je vais le dire une fois, ai-je dit. Je veux les 200 000 $ que mon père m'a laissés. Je les veux par écrit. Je les veux dans les 90 jours. Si je ne les obtiens pas,
je porterai plainte pour usurpation d'identité, falsification et fraude. J'intente un procès civil pour le montant total plus les dommages et intérêts. Vince ajoute, j'ai déjà consulté des avocats. Nous avons des documents. Nous avons des motifs. Nous avons des témoins ici même dans cette salle. Cette affaire peut être réglée en privé ou devenir très publique. C'est à vous de choisir. Ma mère s'est levée. Holly. S'il te plaît. Je suis ta mère. Nous pouvons régler cela en privé. La famille ne poursuit pas la famille. Tu as cessé d'être ma mère quand tu as préféré une fête à ma vie. Tu as cessé d'être ma mère quand tu as volé le sacrifice de mon père. Tu as cessé d'être ma mère quand tu as passé 20 ans à l'effacer de nos vies, pour pouvoir prétendre que Roger était suffisant. J'ai pris mon sac à main. Vince, allons-y. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je me suis arrêtée et je me suis retournée. Britt, félicitations pour le bébé Henry. Il est magnifique. J'espère que tu l'élèveras pour qu'il sache faire la différence entre ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres. J'espère que tu l'élèveras pour qu'il réponde au téléphone quand la famille appelle. J'espère que tu l'élèveras mieux que tu n'as été élevé. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Vous aurez des nouvelles de mon avocat lundi. Nous sommes sortis. Nous ne nous sommes pas retournés. Derrière nous, j'entendais le chaos. Des gens debout, des voix qui s'élevaient, Britt qui pleurait. Ma mère essayant d'expliquer à une salle pleine de gens qui venaient de voir ces mensonges s'effilocher. Nous sommes montés dans le camion de Vince. Il a démarré le moteur mais n'a pas encore conduit. Ça va, a-t-il demandé. J'ai expiré lentement. Pour la première fois depuis des semaines, voire des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je suis libre, ai-je dit. Et la procédure judiciaire s'est déroulée plus rapidement que je ne l'avais prévu. Le lundi 9 mars, mon avocat a déposé une mise en demeure. Ma mère et Roger ont engagé un avocat de la défense dès le jeudi. Leur avocat a d'abord tenté de minimiser l'affaire, parlant d'un différend familial. Mon avocate, Rebecca Chen, lui a envoyé l'analyse de la fraude criminelle. Au Texas, l'usurpation d'identité est passible de 5 à 99 ans de prison. Le ton de leur avocat a immédiatement changé. Le 28 mars, nous avons conclu un accord. Les conditions, $200 000. Ma mère et Roger allaient payer $100 000 immédiatement. Ils ont contracté une ligne de crédit immobilier pour payer les $100 000 restants sur 18 mois. Les honoraires de mon avocat s'élevaient à $13 500, avec un pourcentage de 7%. Le montant net pour moi est de $186 500. J'ai choisi de ne pas engager de poursuite pénale tant qu'il respectait le plan de paiement. S'il manquait un paiement, les jeux étaient faits. Le premier paiement a été effectué le 30 mars. $100 000 sont apparus sur mon compte. De l'argent pour lequel mon père est mort. De l'argent qui aurait dû m'appartenir il y a 5 ans. De l'argent dont on m'avait dit qu'il n'existait pas. Je me suis assis dans mon camion sur le parking de la banque et j'ai pleuré pendant 1 heure. De tristesse, de soulagement, de justification, d'être enfin vu. J'ai pris mes décisions concernant l'argent avec prudence. J'ai placé 25 000 € dans un fonds d'urgence. Je ne serai plus jamais aussi vulnérable. 38 000 € pour rembourser mes prêts étudiants. Je me suis libéré de mes dettes. 75 000 € pour le versement initial d'une maison. Construire l'avenir qui m'avait été refusé. 20 000 € pour le Wounded Warrior Project, au nom de mon père. Le reste sur un compte d'investissement géré. Je n'ai pas acheté d'articles de luxe, je n'ai pas fait de folie, je ne me suis pas exhibé. L'argent représentait la sécurité, pas le statut. Le don de Wounded Warrior a été accompagné d'une plaque commémorative au bureau de la section d'Austin, avec le nom de mon père, son grade et ses dates de service. Ce don a été fait par sa fille, Holly Crawford, en l'honneur du sacrifice de son père. J'ai assisté à l'inauguration de la plaque au début du mois d'avril. Vince était à mes côtés. Carlos Deshawn et les autres membres de l'unité de mon père l'étaient aussi. Le directeur m'a serré la main. Le sergent Crawford serait incroyablement fier, Holly, non seulement de ce don, mais aussi de ce que tu es devenu. Un pompier. Sauver des vies. Au service des autres. Vous vivez son héritage. J'ai regardé la plaque. Le nom de mon père.
permanent. Public. La preuve qu'il existait et qu'il comptait. La preuve que ma mère ne l'avait pas effacé après tout. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Un message de Brit. J'ai failli l'effacer sans le lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Au lit, j'ai vu l'annonce de la donation. Papa serait si fier de toi. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je sais que tu ne me pardonneras probablement pas, mais il faut que tu saches. Je ne savais pas. Et je vais m'assurer qu'Henri sache pour l'oncle Michael. Je te le promets. J'ai regardé le message pendant un long moment. Au cours des semaines suivantes, Brit a envoyé d'autres messages. Pas défensifs, honnêtes, authentiques. Je n'ai jamais demandé d'où venait l'argent du mariage parce que je ne voulais pas le savoir. Je les ai laissés faire de toi l'enfant à problème pour que je puisse être l'enfant en or. Je savais qu'ils te traitaient différemment. Je me suis dit que c'était ton choix de rester distant. C'était plus facile que d'admettre qu'ils avaient tort. Au bout de 3 semaines, j'ai envoyé une réponse. Brit. J'apprécie ton honnêteté. Je ne suis pas prête pour une relation. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Concentre-toi sur Henri. Brise le cycle. C'est ce qui compte. Sa réponse vint rapidement. Je le ferai. Je le promets. Prends tout le temps dont tu as besoin. J'ai coupé son fil de discussion. Pas bloqué. Juste mis en pause. Pour une durée indéterminée. Elle a eu 29 ans pour me choisir. Elle ne l'a pas fait. Peut-être qu'elle changerait. Peut-être pas. Mais ce n'était plus mon travail. Avril et mai ont été consacrés à la construction de quelque chose de nouveau. Vince et moi avons établi un rythme. Des dîners hebdomadaires. Parfois, je cuisinais. Parfois, c'est lui qui cuisinait. Parfois, nous commandions une pizza et parlions pendant des heures. Il m'a parlé de mon père. De vraies histoires. Pas des souvenirs aseptisés. Michael Crawford aimait les jeux de mots terribles, faisait les meilleurs œufs brouillés, était terrifié par les araignées mais ne voulait pas l'admettre. Pleurait au cinéma, ne savait pas chanter mais le faisait quand même. Il m'a montré des photos que je n'avais jamais vues. Des lettres que Michael avait écrites. Des souvenirs que Vince avait gardés pendant 20 ans. Puis, un soir de fin avril, Vince m'a tendu une petite boîte. Qu'est-ce que c'est ? Les plaques d'identité de ton père. Je les ai gardées précieusement, mais elles devraient être avec toi. J'ai ouvert la boîte. Les plaques métalliques étaient usées par endroits, mais je pouvais encore lire les lettres estampillées. Crawford Michael, un chrétien du groupe sanguin O. Je les ai soulevées. La chaîne était froide contre mes doigts. Lourde. Réelle. Je peux les porter ? Oli, elles sont à toi. Porte-les comme tu veux. Je les ai mises. Le poids s'est installé contre ma poitrine, sous ma chemise, contre mon cœur. Je les portais parfois pour aller travailler. Un rappel. Un lien. Et la fête des pères a eu lieu en juin. Vince et moi sommes allés au Texas State Veteran Cemetery. Déposer des fleurs sur la tombe de mon père et partager une flasque de bourbon, l'alcool préféré de Michael apparemment. J'ai dit, j'aimerais mieux me souvenir de lui. Vous l'honorez mieux que la mémoire ne pourra jamais le faire, a répondu Vince. Tu es devenu exactement ce qu'il espérait que tu sois. Au moment de partir, Vince m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Une lettre que ton père a écrite pour toi. Avril 2006, un mois avant son déploiement. Pour que tu la reçoives quand tu auras 25 ans. Je l'ai gardée pendant 20 ans. Mes mains ont tremblé quand je l'ai ouvert. Une page, l'écriture de mon père. Oli, ma fille, si tu lis ça, je suis partie. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Tu es mon cœur. Tu le seras toujours. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez. Ne laisse personne te rendre plus petit que tu ne le es. Tu vas faire des choses extraordinaires. Je ne serai pas là pour les voir. Mais je te regarderai. Je te le promets. Sois courageuse. Sois gentille. Sois exactement qui tu veux être. Je t'aime pour toujours. Papa. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai soigneusement pliée et je l'ai mise dans mon portefeuille,
ou je l'aurais toujours sur moi. Il m'appelait Holly Girl. Ai-je dit en pleurant. Maman m'a dit qu'il n'avait jamais eu de surnom pour moi. Il t'appelait comme ça tout le temps, a dit Vince doucement. Elle a aussi menti sur ce point. Le lendemain, je suis allé à la caserne un des pompiers d'Austin et j'ai trouvé le capitaine Rodriguez dans son bureau. Cap, je peux vous parler? Toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai montré la lettre et lui ai raconté une version condensée de l'histoire. Il m'a écouté tranquillement, puis m'a dit, de quoi avez-vous besoin, Crawford? Je veux postuler pour une formation avancée en sauvetage. Angle élevé, espace confiné. Eau vive. Je veux être la personne qui se présente lorsque quelqu'un appelle 17 fois et que personne d'autre ne répond. Le capitaine Rodriguez m'a étudié pendant un long moment, puis a souri. Cette formation est brutale. Vous le savez? Je suis mort pendant 43 secondes et je suis revenu. Je peux supporter la brutalité. Il a ri. Demande approuvée. Vous commencez le 1er juillet. J'ai quitté le commissariat en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. En montant dans mon camion, j'ai touché les plaques d'identité sous ma chemise et j'ai repensé aux paroles de mon père. Sois exactement ce que tu veux être. C'est ce que je faisais. J'étais exactement ce qu'il espérait que je sois. Peut-être même plus. Le 30 mars. Fin d'après-midi. Cimetière des vétérans de l'État du Texas. Vince et moi nous tenons devant la tombe de mon père. Les fleurs de printemps commençaient à éclore. Le soleil du Texas était chaud sur mes épaules. Sur la pierre tombale. On pouvait lire, Sergent Michael Andrew Crawford, 1981 à 2006 Irak père, frère, soldat bien-aimé. Vince a posé sa main sur la pierre. J'ai tenu ma promesse, mon frère. J'ai placé la mienne à côté de la sienne. Je suis exactement celui que tu espérais que je sois, papa. Nous sommes restés là en silence. Le vent soufflait dans les arbres. Quelque part au loin, un oiseau moqueur chantait. À un bout d'un moment, Vince a dit, il serait tellement fier de toi, Holly, pas seulement pour avoir récupéré ton argent, pas seulement pour avoir tenu tête à ta mère, mais pour ce que tu es, pour avoir choisi de sauver des vies au lieu de laisser ce qui t'est arrivé te rendre amer. J'ai eu de l'aide, ai-je dit. Merci, Vince, d'avoir tenu ta promesse, d'avoir veillé sur moi, de m'avoir rendu mon père. Holly, ce n'est plus une promesse depuis des années. C'est la famille maintenant. Une famille. Une vraie famille. Pas de sang, mais choisie. Construite sur la vérité. La loyauté et l'amour. Nous sommes rentrés en voiture alors que le soleil se couchait. Vince m'a déposé à mon appartement. On dîne la semaine prochaine, a-t-il demandé. Toujours. J'y suis entrée, j'ai fait du thé, je me suis assise sur le petit canapé de mon petit appartement. L'appartement que je pouvais m'offrir parce que j'étais financièrement indépendante. Parce que j'avais construit ma propre vie. Parce que je n'avais jamais rien demandé à ma mère. Mon téléphone a sonné. Un texto du capitaine Rodriguez. L'orientation de sauvetage avancée est le 1er juillet, 08 cents, ne sois pas en retard Crawford. J'ai souri, répondu par un pouce levé. Un autre message, celui-ci de Carlos. Réunion d'unité le mois prochain. Tu en es? Absolument. J'ai regardé mon appartement. Petit, simple, à moi. J'ai regardé mon compte en banque. 186,5 cents. En croissance. Protégé. C'est le mien. J'ai regardé la photo que Vince m'avait donnée. Mon père me tenant dans ses bras. Il me regardait comme si j'étais tout son univers. J'ai touché les plaques d'identité autour de mon cou. Pour la première fois en 20 ans, j'ai ressenti la fierté de mon père. Non pas de mémoire, j'en avais si peu, mais de l'intérieur. Parce que j'étais enfin devenue la femme qu'il croyait que je serais. J'étais Holly Crawford, pompier, secouriste, la fille de Michael Crawford. J'avais été abandonnée par ma mère, volée par ma famille, laissée pour morte seule. Mais j'avais survécu. Je me suis battue. J'ai gagné. Était plus que cela, j'avais construit quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, quelque chose qui m'appartenait. J'étais libre. Et si vous avez déjà été le bouc émissaire dans votre famille, celui qui avait toujours tort, qui était toujours trop sensible, toujours trop. Je veux que vous sachiez quelque chose.
Votre version des faits est importante. Votre douleur est réelle. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les mauvais traitements simplement parce qu'ils proviennent de personnes qui partagent votre ADN. Fixer des limites n'est pas cruel. Se protéger ne l'est pas non plus. Et parfois, la famille que vous choisissez est plus forte que celle dans laquelle vous êtes né. Merci d'avoir écouté mon histoire. I can't believe I've just been sitting on those gold bars for as long as I have. Oopsie poopsie. Along with some other shit. I know, I was rich without them. There's something here? How do you know there's something here? What gave that away? In a saloon? It's empty, but there's lore. Oh, okay. Hold on, I'll go. Oh my god, it's so dusty in here. Oh, okay, Arthur. Oh. Oh. Bullet holes, blood. Someone died right here, bro. I want to see that magazine or newspaper. Peterson and Connor. Poor Sal. Okay, and across from here is another closed building. Let's look at these pictures. Nothing exciting. Oh my god, that girl in the window scared me, dude. It's a cool ass. Oh, I can't get inside this one. Round back. Oh. I see, I see. The owner's got it locked up. Well, shit. That's cool. Thanks for pointing that out. Let me see if I can talk to him. Howdy. Goddamn jackass. Hey, the hell do you want here? I ain't here to cause trouble. Oh, he's... Leave right the hell now. Okay, okay. Hi, Poopy Batman. No, Chicken Man is not here. He is not lurking. Don't you worry. Welcome back, mister. Dude, it's been raining this whole time. Let's see. $3,000. Bro. Oh my god. Apparently she can found in the mornings around 10 a.m. Okay. Yep, I get a lot of these. Been a pleasure doing business with Let's see, what time is it? Alright, it's nighttime. Looking to get See if I something can working craft together, anything. Ooh, moose antler. What does it do? Stamina experience bonus. Better than a rabbit foot. I just hope nobody's missing this too much. Wait, let me see.
Easy peasy, lemon squeezy. Alright, so she's not till about 10 a.m. Let's see if I can nap again. Go to the morning and then just wait? Maybe. Yeah, I'll just put it for morning and then hang out around there and hope it works out. All right, here we go. He's still soaking wet, all because of me. All right, dude. You need to eat some food. You're too skinny. So we're gonna have you eat a fuck ton of biscuits. While we just go into town. Emerald Ranch kind of makes me sad because it was like a town at one point and now it's just run down and sad. Alright, 10 a.m. to see something cool? Alright. It's always got to be a landowner being a dick, you know? Oh, stretch this ass. That's my new stretch sound. Thanks, J-Rock. I just cracked my back because of that. Thank you. Yeah. Yeah. That's, hope you enjoy that sound. Oh, you're gonna be using that? That's not at all what we're supposed to be doing here. You told me it was a banger. I should have trusted. All right, time is now. Oh, you have a cursed omen? J-Rock redeemed my stretch and I added a sound to it and it's kind of funny. What time is it? 7 a.m. The cat picture helps kind of create a balance, right? All right, we be waiting. I'll be waiting. He's growing corn. I'm a peeping Tom. Those windows are drawn, but these are open, and that's drawn. The ones opened I want. All right. I'm watching intently. Still got some time. Let's see. We'll maintain some things. Clean some shit up. All right. Oh, this thing was nasty. All right.
more time. I need to get closer. They have a kitty. He also sees me being a peeping Tom.